Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 21 mars et après le résumé de l'actualité en 5 minutes, voici les 5 articles au sommaire cette semaine. Sortir de la naïveté, le gouvernement lance ses assises de la politique commerciale pour affronter les tensions mondiales, à lire sur BFM TV. Consommation responsable, les Français veulent bien faire, mais pas à n'importe quel prix, sur e-commerce mag. Fin du culte de la vitesse, quels sont les nouveaux standards de la logistique e-commerce en 2025, à lire sur French Web. Personnalisation, pourquoi est-elle inefficace et comment l'optimiser, à découvrir sur MC Factory. Et enfin, One-to-One Monaco, ce qu'il faut retenir de l'édition 2025, à lire sur Madines. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email de cette revue de presse. Je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Cette semaine, je vous invite à découvrir l'épisode 212 avec Cédric Dufour, CEO de Rakuten en France, et dans lequel nous parlons des grandes transformations des comportements d'achat. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Cette semaine, dans le retail, turbulence et mutation entre la transformation des attentes en matière de logistique, la régulation accrue de la fast fashion, les tensions commerciales internationales et l'essor des plateformes chinoises, les enjeux se multiplient pour les acteurs du marché. La fin du culte de la vitesse dans la logistique. E-commerce, l'accélération des délais de livraison n'est plus l'alpha et l'oméga du e-commerce. Une étude récente montre que 90% des consommateurs acceptent d'attendre 2 à 3 jours pour recevoir leur commande, à condition que la livraison soit gratuite et fiable. En revanche, la flexibilité et la transparence deviennent des critères essentiels. Les lockers et les créneaux horaires personnalisables gagnent du terrain, tandis que 50% des clients suivent activement leurs commandes et exigent une information précise et en temps réel. Face à ces mutations, les retailers réorientent leur modèle logistique en intégrant l'intelligence artificielle pour l'optimisation des stocks et en multipliant les centres de micro-fulfillment. Cette évolution rejoint la tendance observée dans la distribution physique où l'optimisation de la présence locale devient cruciale. Visibilité locale et e-réputation, des enjeux stratégiques dans le retail physique. Alors que 76% des recherches locales aboutissent à une visite en magasin le jour même, les enseignes peinent encore à optimiser leur présence numérique. Une étude sur Google Business Profile révèle que le taux moyen de complétion des fiches d'établissement n'atteint que 73%, limitant ainsi la visibilité des enseignes. Pourtant, celles qui soignent leur e-réputation et interagissent avec leur clientèle voient leur fréquentation augmenter significativement. Consommation responsable, un idéal confronté à la réalité économique. Si 77% des Français se considèrent comme des consommateurs responsables, la réalité des comportements d'achat reste contrastée. L'alimentaire tire son épingle du jeu avec 66% des consommateurs qui achètent des produits de saison chaque semaine et 53% qui privilégient le Made in France. En revanche, la seconde main et les produits recyclables restent marginaux, limités par une offre jugée insuffisante. 55% des consommateurs estiment ne pas avoir assez de choix. Cette dynamique s'inscrit dans une tendance plus large de régulation accrue, notamment avec la proposition de loi anti-fast fashion qui sera examinée au Sénat en mai. Ce texte vise à pénaliser les produits peu durables et à renforcer la transparence des pratiques commerciales dans un contexte où les plateformes chinoises comme Shein et Temu grignotent des parts de marché.
Plateforme asiatique et tensions commerciales, l'Europe réagit. Les acteurs du commerce alertent sur la menace que représentent les plateformes e-commerce asiatiques. Donc Chine et Temu figurent désormais parmi les 10 sites les plus visités en France et captent 6% du marché de la mode en ligne. Une partie de leur succès repose sur les avantages douaniers et postaux contestés. Face à cette situation, le Conseil du commerce de France plaide pour une régulation européenne plus stricte et un alignement des normes imposées aux produits importés. Cette volonté de protection s'inscrit dans un contexte de tensions commerciales grandissantes. Les assises de la politique commerciale lancées par le gouvernement français visent à défendre les intérêts des entreprises nationales face au bouleversement des relations commerciales mondiales. L'intelligence artificielle, un enjeu central pour le retail. Lors du salon One-to-One de Monaco, l'IA a été au cœur des discussions de plus en plus présentes dans la gestion des stocks, la relation client et la personnalisation de l'offre. Elle s'impose comme un levier de compétitivité incontournable. Le secteur du e-commerce affiche d'ailleurs un regain d'optimisme avec une croissance de 9,6% en 2024, des perspectives positive pour 2025. Toutefois, l'IA soulève aussi des questions organisationnelles. Qui doit en assurer la gouvernance en entreprise? Comment accompagner les collaborateurs dans cette transition? Autant de défis que les retailers doivent intégrer dans leur stratégie. Sortir de la naïveté, le gouvernement lance ses assises de la politique commerciale pour affronter les tensions mondiales, à lire sur bfmtv.com en date du 18 mars. Jusqu'en juin, plusieurs groupes de travail composés de représentants d'entreprises, de chambres de commerce et de parlementaires doivent se réunir au ministère et en région. Dans un contexte de tensions géopolitiques et commerciales inédites, le ministre chargé du commerce extérieur, Laurent Saint-Martin, a lancé mardi à Paris les assises de la politique commerciale qui vont faire plancher ensemble pendant 3 mois des entreprises, fédérations professionnelles et élus. Sortir de la naïveté, se montrer plus offensif et défensif, voici l'objectif pour les Français et les Européens, selon le ministre, appuyé par l'ancien commissaire européen Thierry Breton et le président du MEDEF, Patrick Martin, qui participait au coup d'envoi de ces assises. Jusqu'en juin, plusieurs groupes de travail composés de représentants d'entreprises, de chambres de commerce et de parlementaires doivent se réunir, a indiqué Laurent Saint-Martin, qui a déjà plusieurs déplacements dans les tuyaux pour y participer. Le ministre rendra compte de l'avancée de ses travaux à Emmanuel Macron en mai, lors du Conseil présidentiel du commerce extérieur, annoncé par le chef de l'État en janvier, pour une restitution vers la fin du semestre. Constatant que les relations internationales connaissent des bouleversements inédits, notamment depuis l'élection du président américain Donald Trump, Laurent Saint-Martin a présenté ses priorités pour soutenir et protéger les intérêts des entreprises françaises. Fini le monde des bisounours pour l'ancien commissaire européen Thierry Breton. Le monde a changé et les temps qui viennent vont être difficiles. On n'est plus dans le monde des bisounours couvert par les accords de l'OMC que tout le monde respectait. C'est pourquoi, dans le monde tel qu'il se dessine et pour les 5 ans qui viennent, il faut se servir du marché intérieur européen comme d'un levier dans les rapports de force, a estimé Thierry Breton. Par exemple, l'UE devrait, selon lui, désormais ajouter à ses accords commerciaux des clauses miroirs imposant aux produits importés de respecter les normes européennes. Pour celui qui a claqué la porte de la Commission européenne en septembre dernier, l'UE doit renforcer ses liens avec ses partenaires, partageant les mêmes valeurs et les règles de l'état de droit, car tout le monde ne les partage plus, notamment dans le cadre des accords de libre-échange avec le Canada, le CETA, et les pays du Mercosur, Argentine, Bolivie, Brésil, Paraguay et Uruguay. Sortons-nous de la tête qu'il n'y a que 3 blocs, la Chine, les États-Unis et l'UE, a également en juin, Patrick Martin citant l'Inde.
Consommation responsable, les Français veulent bien faire, mais pas à n'importe quel prix. À lire sur e-commercemag.fr en date du 20 mars. Conscients des enjeux écologiques, les consommateurs français sont largement volontaires pour adopter de nouveaux comportements d'achat, notamment dans l'alimentaire, selon un sondage OpinionWay publié ce jeudi. Mais cet engagement reste limité par les prix, critère principal d'achat pour 3 Français sur 4. Et par le manque d'offres. Entre la théorie et la pratique, il y a un gouffre. C'est ce que montre la dernière étude d'OpinionWay pour la société spécialisée dans la numération du commerce Vusion Group, publiée jeudi 20 mars et menée sur un panel représentatif de 1019 personnes interrogées. Dédié au rapport qu'entretiennent les Français avec la consommation responsable. Ces résultats dégagent un premier consensus. Tout le monde semble à la fois conscient de l'urgence et prêt à agir. Non seulement 77% se voient déjà comme des consommateurs responsables, dont 13% tout à fait responsables, mais 98% se disent prêts à faire au moins un effort pour une consommation plus respectueuse de l'environnement. Produits de saison et locavorisme. Parmi les gestes les plus courants, les interrogés acceptent de réduire les emballages lors des livraisons, disent recycler leurs appareils électroniques et privilégier la réparation au remplacement. Cette volonté se matérialise notamment dans l'alimentaire. Ainsi, 66% disent acheter des produits de saison chaque semaine, 53% privilégier le Made in France et 44% le local. En revanche, les produits non alimentaires peinent encore à s'imposer comme une priorité écologique. Seuls 24% des interrogés achètent des articles facilement recyclables, au moins une fois par semaine, tandis que la seconde main reste marginale avec seulement 10% d'acheteurs hebdomadaires et 26% des consommateurs qui n'y recourent jamais. Le prix, le nerf de la guerre. Car si la consommation responsable semble avoir gagné la bataille, des idées restent un problème de taille. Les prix, 75% des Français considèrent le coût comme le premier critère d'achat, loin devant l'impact environnemental du produit. 3 Français sur 4, quand le revenu disponible médian dans l'Hexagone se situe à environ 2200 € et le taux de pauvreté à 14,5% sur l'INSEE. Cela n'a rien d'étonnant, mais les conséquences se font ressentir sur la marge de manœuvre des ménages. Les enquêtés ne sont que 59% à accepter de payer plus cher pour un produit plus respectueux de l'environnement. Et en moyenne, ils ne tolèrent une augmentation des prix que de 10% pour le Made in France, les produits locaux ou le bio. Une offre jugée insuffisante. Par-dessus le marché, l'échantillon fait remarquer un problème de disponibilité des alternatives. 55% estiment que les magasins et sites de e-commerce ne proposent pas assez de produits respectueux de l'environnement, qu'il s'agisse d'alternatives locales, de circuits courts, de produits recyclables ou encore d'initiatives anti-gaspillage. Pourtant, lorsqu'ils sont confrontés à l'absence d'un produit éco-responsable, les consommateurs sont partagés et 28% préfèrent renoncer à leur achat. Mais une part équivalente choisit un produit de substitution moins écologique. Un dilemme qui souligne un besoin d'accompagnement et de structuration de l'offre pour éviter que les bonnes intentions ne se transforment en renoncement ou en achat par défaut. Ce serait donc au secteur de creuser, car du côté des consommateurs, les attentes sont claires à l'égard des distributeurs. 66% estiment que les enseignes doivent améliorer leur efficacité énergétique et 47% demandent davantage de produits locaux et nationaux. La question des emballages reste un sujet central avec 40% qui attendent une réduction de leur utilisation. Ces axes d'amélioration sont des leviers concrets sur lesquels les sites e-commerce et les enseignes physiques doivent travailler pour répondre aux préoccupations environnementales tout en restant compétitifs sur le plan tarifaire.
Fin du culte de la vitesse, quels sont les nouveaux standards de la logistique e-commerce en 2025 à lire sur franchweb.fr en date du 19 mars. Après une décennie dominée par l'accélération des délais de livraison, les priorités des consommateurs évoluent. La rapidité, longtemps différenciatrice, n'est plus le moteur principal du choix d'un service e-commerce. Deux attentes émergent avec force: la flexibilité et la transparence. Ce basculement ne se limite pas à une simple évolution des préférences, il redessine l'ensemble de la chaîne de valeur logistique, impactant la gestion des stocks, l'optimisation du dernier kilomètre et la relation entre les enseignes et leurs clients. Aujourd'hui, l'enjeu n'est plus uniquement de livrer vite, mais de livrer au bon moment, au bon endroit, avec des options adaptées et une visibilité totale sur le processus. Pendant des années, l'accélération des délais de livraison a été le principal levier de différenciation. De 2020 à 2023, le délai moyen de livraison aux États-Unis est passé de 6,6 jours à 4,2, soutenu par des investissements massifs dans les infrastructures logistiques. Pourtant, cette logique atteint ses limites. Désormais, 90% des consommateurs se disent prêts à attendre 2 ou 3 jours pour recevoir leur commande, à condition que la livraison soit gratuite et fiable. Cette tolérance qui semblait inenvisageable il y a quelques années traduit un changement profond. La promesse de l'ultra-rapidité ne suffit plus à convaincre, et lorsqu'elle n'est pas tenue, elle engendre plus de frustration qu'un délai légèrement allongé, mais respecté. Ce retournement s'explique par deux dynamiques. D'une part, la généralisation des abonnements type Amazon Prime, qui a progressivement banalisé la livraison rapide et gratuite, réduisant son effet différenciateur. D'autre part, la flambée des coûts logistiques, transport, entreposage, main-d'œuvre, rend ce modèle de moins en moins soutenable. Les retailers doivent désormais arbitrer entre rentabilité et satisfaction client, en trouvant un équilibre entre maîtrise des coûts et qualité du service. Flexibilité, répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. L'essor du e-commerce a profondément modifié la relation des consommateurs à la logistique. Au-delà de la rapidité, ce sont les options de livraison et de retour qui influencent désormais la décision d'achat. L'un des marqueurs les plus significatifs de cette évolution est la montée en puissance des lockers et points de retrait. Longtemps considérés comme des solutions secondaires, ces alternatives séduisent de plus en plus. Lorsqu'elles sont bien intégrées au parcours client, elles permettent d'éviter les échecs de livraison, d'optimiser les coûts du dernier kilomètre et de fluidifier les flux logistiques. Ce n'est pas un hasard si de grandes enseignes comme Walmart et Decathlon développent ces infrastructures à grande échelle. Autre tendance clé, la livraison sur créneaux horaires définis. Aujourd'hui, 70% des consommateurs urbains souhaitent pouvoir planifier précisément la réception de leurs colis. Ne plus imposer un choix par défaut, mais permettre au client d'adapter la livraison à son emploi du temps devient un critère différenciant. Cette approche, encore marginale il y a quelques années, est désormais au cœur des stratégies des grands acteurs du secteur. Enfin, les politiques de retour simplifiées s'imposent comme un standard incontournable. 65% des acheteurs renoncent à un achat si la politique de retour est jugée trop contraignante. Zalando et Azos, pionniers du try and return, ont prouvé que cette approche pouvait être un accélérateur de conversion, même si elle impose des défis logistiques majeurs. Optimiser les flux de retour sans faire exploser les coûts, mutualiser les points de dépôt et limiter le taux de produits non revendables. De plus en plus, les enseignes privilégient des accords inter-enseignes pour réduire cette friction. Un mouvement qui devrait encore s'accélérer. Transparence, un levier stratégique pour la satisfaction client. Si la rapidité de livraison perd en importance, la visibilité sur le processus devient essentielle. Une commande dont le suivi est opaque ou imprécis est source de frustration et d'insatisfaction. 50% des consommateurs consultent régulièrement le statut de leur commande et 85% acceptent un retard à condition qu'il soit anticipé et communiqué en amont. L'enjeu
pour les retailers et les transporteurs est de fournir une information claire en temps réel et facilement accessible. L'opacité des délais ou l'absence de notifications proactives ne sont plus acceptables. Shopify et FedEx ont intégré des solutions avancées qui permettent d'envoyer des mises à jour précises et d'anticiper les retards. Mais la transparence ne se limite pas au tracking, elle concerne aussi la clarté des engagements. Une livraison annoncée en 6 jours et respectée génère plus de satisfaction qu'une promesse en 48 heures non tenue. Les attentes des consommateurs se sont rationalisées, ils ne veulent plus nécessairement être livrés le plus vite possible, mais ils exigent qu'on les tienne au courant, vers une refonte du modèle logistique. Ces mutations obligent les retailers et les logisticiens à repenser leur approche. L'optimisation ne repose plus uniquement sur la vitesse, mais sur une meilleure gestion des flux, des options et des coûts. Les centres de micro-fulfillment situés à proximité des bassins de consommation permettent d'accélérer les délais sans multiplier les entrepôts régionaux. Couplés à des outils d'intelligence artificielle, ils facilitent l'adaptation en temps réel des itinéraires de livraison. Le modèle du free shipping, longtemps incontournable, est lui aussi remis en question. Certaines enseignes testent des stratégies hybrides où la livraison rapide reste payante, tandis que des options plus économiques et plus lentes sont encouragées via des incitations commerciales. Personnalisation, pourquoi est-elle inefficace et comment l'optimiser? À lire sur mcfactory.fr en date du 14 mars. Les enjeux liés à la personnalisation ne sont pas nouveaux. Depuis des années, les marques investissent massivement dans la collecte et l'analyse de données pour proposer des expériences clients plus pertinentes. Pourtant, force est de constater que les promesses de la personnalisation restent largement non tenues. Malgré les avancées technologiques, les consommateurs sont encore face à des recommandations maladroites, des messages génériques et des expériences sans cohérence. Les professionnels du marketing l'avouent, 63% d'entre eux admettent échouer dans cette tâche. Pourquoi la personnalisation reste inefficace? Discussion avec Tiffaine Dano-Kwan, Chief Marketing Officer de Amplitude, plateforme de Digital Analytics Self-Service. Une interview réalisée lors de la 14e édition du One-to-One Retail e-commerce à Monaco. Les écueils d'une personnalisation ratée. Si la personnalisation est souvent inefficace, c'est en raison de plusieurs erreurs récurrentes qui freinent son efficacité. Les marques peinent à créer des aha moments, ces instants clés où l'utilisateur perçoit immédiatement la valeur d'une offre ou d'un service. Plusieurs raisons expliquent cet échec. Une segmentation obsolète. Encore trop de marques utilisent des méthodes classiques de segmentation démographique ou infographique. Elles ne prennent pas en compte le comportement réel des utilisateurs. Des erreurs basiques, recevoir un email avec un champ bonjour sans le nom, mal renseigné, ou encore des recommandations non pertinentes, c'est un manque de contexte et d'empathie. Une incapacité à analyser les comportements en temps réel, les marques peinent à exploiter les quantités de données stockées pour comprendre les interactions de leurs utilisateurs sur le moment. Puis enfin, une personnalisation intrusive et maladroite. La personnalisation ne doit pas être abordée comme une opération de surveillance, à savoir suivre chaque mouvement des consommateurs, analyser chacun de leurs clics pour les envahir de messages non pertinents. La personnalisation consiste à établir des relations et non à traquer les clients. Nous sommes la génération de la personnalisation, mais nous sommes aussi la génération de l'échec de la personnalisation. Nous disposons de tous les outils, mais nous livrons très peu de choses vraiment personnelles. Pourquoi ? Parce que nous sommes noyés sous les données, mais nous manquons de pertinence, rappelle Tiffaine Dano-Kwan. Ces erreurs entraînent une frustration croissante des consommateurs et une baisse de leur engagement. Pourtant, il existe des solutions concrètes pour transformer la personnalisation en un véritable levier de performance. Vers une personnalisation intelligente
et efficace. Plutôt que de se contenter des méthodes traditionnelles, les marques doivent adopter une approche plus dynamique et fondée sur la donnée en temps réel. Et voici les principaux leviers d'optimisation. D'abord, comprendre le comportement utilisateur en temps réel. L'analyse des sessions permet d'observer les parcours utilisateurs, d'identifier les points de friction et d'agir en conséquence. Une plateforme de digital analytics enregistre ces comportements et les restitue sous forme exploitable. Les surveys dynamiques jouent aussi un rôle clé dans cette compréhension. Contrairement aux enquêtes classiques, elles s'adaptent au comportement de l'utilisateur en temps réel. Ces retours permettent d'affiner la personnalisation et de mieux anticiper les besoins des consommateurs. Ensuite, passer de la segmentation statique à des profils dynamique. Plutôt que de classer les utilisateurs selon des catégories fixes, il est crucial d'adopter une segmentation comportementale évolutive. Cela implique de regrouper les utilisateurs en cohortes selon leurs actions et non seulement en fonction de leurs données démographiques. Il faut également exploiter l'IA pour des recommandations intelligentes. L'intelligence artificielle permet d'aller au-delà des simples recommandations basées sur l'historique d'achat. Grâce à une analyse prédictive, elle anticipe les besoins des consommateurs et propose des interactions ultra personnalisées. Aligner les équipes marketing et produits. Un des défis majeurs réside dans la communication entre les équipes marketing et produits. Souvent, la personnalisation est géré séparément par ces deux entités. Le marketing s'occupe de l'expérience non loguée, tandis que le produit gère l'expérience utilisateur loguée. La clé d'une personnalisation réussie est donc la convergence entre ces équipes avec un partage efficace des données et une stratégie commune. Expérimenter en continu pour garantir une personnalisation efficace, il est essentiel d'adopter une approche basée sur l'expérimentation continue avec des indicateurs, des KPI communs. Et enfin, adopter le même langage data. Une donnée mal structurée est inutilisable. Pour éviter cela, les marques doivent mettre en place une taxonomie claire et partagée entre toutes les équipes. Un futur piloté par la donnée. Les marques qui réussiront leur transformation digitale seront celles qui sauront exploiter les données comportementales en temps réel et optimiser leurs actions marketing et produits en conséquence. L'avenir du marketing est personnalisé, mais pas de manière dont nous le faisons actuellement. Il s'agit d'établir de véritables liens, de proposer des expériences pertinentes et de respecter la vie privée de nos clients. Il s'agit d'être humain, souligne Tiffaine Dano-Kwan. À l'heure où l'intelligence artificielle et l'analyse prédictive redéfinissent les interactions digitales, les marques doivent repenser leur approche de la personnalisation. Il ne s'agit plus seulement de cibler un segment, mais de comprendre et anticiper chaque interaction pour créer une véritable expérience sur mesure. Sans cela, la personnalisation restera un vœu pieux et une opportunité manquée. One-to-One Monaco, ce qu'il faut retenir de l'édition 2025 à lire sur madines.com en date du 19 mars. L'édition du One-to-One Retail e-commerce de Monaco, l'événement de référence du secteur s'est achevé. Il s'est déroulé durant 3 jours et a réuni 2200 participants. L'IA était au cœur des échanges. Madines y était et vous raconte. Incontournable, le One-to-One Retail e-commerce de Monaco est devenu en une dizaine d'années l'événement incontournable du secteur, selon la plupart des intervenants et participants que nous avons rencontrés. Du 11 au 13 mars, il a réuni pendant 3 jours plus de 2200 participants, dont 1100 retailers et e-commerçants avec 600 nouveaux invités et 193 partenaires, 200 speakers, 20 startups et 26 journalistes, précisément, dont ma pomme. Cette année, il avait pour thème Vision Simplicité,
pour un retour aux fondamentaux du commerce. Il est vrai que depuis plusieurs années, le secteur du retail s'est profondément transformé avec une forte digitalisation, une diversité de ses canaux de vente, une ultra-personnalisation de l'expérience client et un essor de l'intelligence artificielle. Dans ce contexte, il revient désormais à une forme de simplicité, avoir un bon produit, le vendre au bon prix pour une clientèle bien identifiée. Pendant plusieurs années, nous avons connu une course à l'innovation, une course à toujours en faire un peu plus, d'où le retour aux bases, c'est-à-dire se poser, capitaliser sur ses assets, s'appuyer sur ses points forts pour retrouver de la croissance et de l'optimisme, malgré un contexte économique et géopolitique incertain, explique Sonia Mamin, directrice du One-to-One Retail e-commerce. Le magasin, lieu physique, reste ainsi un élément primordial de la stratégie des marques. Il permet de rester connecté aux attentes de ses clients et d'écouter les signaux faibles, comme l'a affirmé sur scène lors de la conférence d'ouverture Axel Matteri, directrice générale de Maison 123, marque de mode pour femmes, filiale du groupe Etam et qui dispose de plus de 150 boutiques. Sans oublier la question environnementale qui doit rester au cœur des fondamentaux, selon Lisa Nakam, directrice générale de la marque de chaussures pour femmes Jonac et intervenante lors de cette même conférence. Le e-commerce résiste. Présent aussi sur scène pour introduire cette conférence d'ouverture, Marc Lolivier, délégué général de la FEVAD, qui représente le e-commerce français, a souligné l'optimisme du secteur. Plus de 2 dirigeants sur 3 abordent 2025 dans un état d'esprit stable ou positif, selon la dernière enquête de la FEVAD sur le moral des e-commerçants cette année. 2025 marque un retournement dans le moral des dirigeants du e-commerce par rapport à l'an dernier. Ce retour de la confiance se traduit dans les perspectives financières de leurs entreprises. Leur volonté d'investir dans le développement à l'international témoigne de leur capacité à prendre des risques et leur pleine prise en main des sujets liés à l'IA, aux évolutions des comportements de consommation ou la cybersécurité démontrent la grande maturité du secteur pour anticiper et bien se préparer aux défis du futur proche, a-t-il affirmé. Ce dernier en a profité aussi pour rappeler des chiffres encourageants du secteur. Le e-commerce français a dépassé le cap des 175 milliards d'euros en 2024, en hausse de 9,6% par rapport à l'année précédente. Cette hausse des dépenses sur Internet est portée principalement par la baisse de l'inflation, notamment sur les dépenses contraintes comme l'énergie, le chauffage ou l'alimentation. L'IA au cœur des échanges. Tout au long du salon, 2 mots étaient évidemment sur toutes les lèvres, l'intelligence artificielle. Il ressort que l'IA constitue une urgence pour le secteur. Il y a ceux qui prendront le train de l'IA en marche et les autres, défend Jean-Émile Rosenblum, CEO et fondateur de Pixmania, pionnier du e-commerce qui a notamment développé un chatbot grâce à l'IA. Le retail a ainsi mis en place de nombreux cas d'usage avec l'IA. Sephora, par exemple, l'utilise pour créer ses magasins idéaux. Castorama, de son côté, propose un agent conversationnel pour accompagner ses clients dans le choix de leurs produits sur son site et répond à leurs questions techniques. D'une manière plus générale, l'IA permet au secteur de mieux gérer ses stocks, ses approvisionnements, d'améliorer son service client ou encore d'aider à la création de visuels de communication. Mais l'IA doit uniquement être appréhendée comme un outil de service du commerce et non l'inverse, comme l'affirme Lisa Nakam. Elle doit se marier avec les fondamentaux du business. En ce sens, la marque travaille par exemple avec la start-up française Imki pour lui générer des idées de collection de chaussures. D'aucuns s'interrogent aussi sur l'acceptabilité de l'IA par les salariés dans son entreprise. Cette acceptabilité doit passer par une conduite de changement nécessaire en interne dans l'entreprise. La question aussi de la gouvernance de l'IA a été soulevée. Qui prend en main l'IA dans l'entreprise? Est-ce le CEO, le service informatique ou les directions des activités elles-mêmes? Cela dépend pour l'instant de l'organisation et aucune règle n'est unanimement partagée.
En revanche, pour s'approprier l'IA, le mieux est peut-être de cibler précisément un cas d'usage dans son entreprise et de s'y consacrer pleinement. C'est déjà une première marche importante à gravir pour implémenter de l'IA dans son organisation selon plusieurs intervenants rencontrés sur place. La French Tech, bien représentée au One-to-One de Monaco, de nombreuses startups avaient fait le déplacement pour rencontrer leurs clients ou en démarcher de nouveaux. C'est le cas par exemple de Clark qui simplifie la relation client du retail grâce à l'IA générative et qui a remporté le prix du coup de cœur du comité au grand concours de pitch organisé pendant l'événement où 20 startups étaient en compétition. La start-up bordelaise travaille déjà avec Bash, Asphalt, Click and Boat ou Vogue et a levé l'année dernière près de 2 millions d'euros. D'autres se sont spécialisés dans le paiement comme Delupay, la start-up qui a aussi participé au concours de pitch, promet aux consommateurs de ne plus faire la queue dans les files d'attente grâce à sa solution de paiement sans contact via une application sur smartphone. L'entreprise a déjà conclu un partenariat avec le club de foot Paris FC pour installer son service au stade Charletti à Paris. La French Tech bien représentée, donc avec des dizaines d'entreprises, l'IA au cœur des discussions, un retour aux fondamentaux du secteur et un e-commerce français en croissance. Après 3 jours d'événements, c'est André Manoukian, auteur et compositeur de musique, qui s'est chargé de clôturer cette édition 2025, accompagné d'un piano sur scène. Le musicien a souligné que pour trouver l'accord ultime, il fallait avant tout savoir jouer les notes fondamentales, la boucle est bouclée. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.